Bonjour les amis, alors c'est la première surprise dont je vous parlais, c'est Fabien Moine. Fabien Moine qui rentre dans notre combat, il combat pour le jeune depuis des années, mais là où il va rentrer, c'est qu'on va faire un livre ensemble, un livre beaucoup plus pratique, un livre plus efficace pour aider les malades. Alors, à toi Fabien. Eh ben, bonjour Guy, enfin rebonjour parce qu'on se parlait un petit peu avant, puis bonjour aux gens qui te suivent. Bah oui, très enthousiaste de ce projet, de ce nouveau projet par rapport à ton livre initial. Parce que le but à travers tout ce que je fais depuis des années autour du jeûne, eh bien, c'est de transmettre des informations pour faire mieux connaître quelque chose qui est millénaire, qui a toujours été pratiqué par l'homme, mais qui d'un point de vue médical peine à se faire entendre, à être crédibilisé. Donc, bah, j'ai fait beaucoup de causeries sur Dans, le sujet. excuse-moi, je te coupe, Certaines crédibilisé, parties, oui, dans certains pays, on est parce d'accord. qu'en Russie, ça fait bien longtemps que c'est crédibilisé. Ils ont des, voilà, en Allemagne, en Espagne, Même aux aux États-Unis où tu es, États-Unis. même aux États-Unis où tu es, bien sûr, c'est vrai. C'est important de le préciser. Moi, j'ai un regard, là, quand je parle, c'est vrai, ethnocentré en France. Justement, le but, c'est de dire, ben, ne restons pas cloisonnés sur des approches, que ce soit qu'on soit chercheur ou même simple potentiel consommateur du jeûne, ça se pratique ailleurs et souvent on a une tendance à mimétique, à forger notre pensée en fonction des informations qu'on peut avoir dans notre cercle proche, alors qu'il soit médical, familial, amical ou culturel. Et donc, comme je disais, ce que j'essaye depuis des années en tant que passionné du jeûne, accompagnateur de jeûne, eh ben, c'est de proposer du contenu sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux ou à travers le documentaire que j'ai fait. Puis maintenant, avec ma maison d'édition, où je diffuse beaucoup d'informations, j'ai eu 15 références autour du jeûne, que ce soit des livrets, des livres, donc le documentaire. Et donc, ben, je trouvais sympa ta proposition, plus que sympa même ta proposition qu'on collabore ensemble, ben, pour faire connaître cette pratique, autant d'un côté pragmatique par les chercheurs, les biologistes qui t'ont accompagné, ou pour lesquels tu as sollicité les informations à l'aide, et aussi ton volet expérience personnelle, parce que quand on communique sur une pratique, la théorie c'est bien beau, mais rien ne remplace l'expérience. C'est ce qui peut inspirer le public, les personnes qui sont en recherche ou en besoin très fort, ou ceux comme toi qui étaient eh bien, condamnés. Eh bien, au moins, c'est d'avoir un espoir. Alors, pas un espoir sur lequel se rapprocher parce que ton histoire est la tienne, mais au moins de se dire, bah, il y a autre chose que la fatalité. Et donc, Alors tu entre vois, les… Ouais. alors tu vois, mon livre, Ma croisade contre le cancer, raconte mon histoire et ce que j'ai fait pour moi. J'aimerais, avec ton aide, aller beaucoup plus loin, à savoir faire la même chose, mais cette fois-ci chronologique et euh, sérieusement étoffée par des scientifiques réputés, par des professeurs, par des médecins, par des gens comme toi qui ont l'habitude, de manière à étoffer de manière la plus précise possible mon histoire pour qu'elle puisse servir d'exemple, mais d'exemple sous condition, bien sûr, toujours de la surveillance d'une équipe médicale, d'un médecin, d'un oncologue ou n'importe quoi. J'ai toujours dit, ça fait partie de mon message, personne ne doit me copier puisque ça peut être dangereux. Donc voilà, maintenant je veux apporter une caution scientifique précise à chaque étape de ma guérison. Ben, je pense que c'est le meilleure façon de toucher tous les publics parce que à travers un livre comme ça, tu peux toucher bien sûr le grand public, ceux qui s'intéressent aux jeunes un peu plus de manière intellectuelle, puis aussi la médecine. Et la chance qu'on a à notre époque, c'est qu'il y a des études, il y a des prix Nobel. Et j'en parlais avec une amie, enfin une jeuneuse qui est devenue une amie. Elle a eu un cancer du sein très invasif, donc chimiothérapie très forte, et elle y a associé le jeûne et beaucoup de principes de santé découlant de l'hygiénisme. Donc, elle a jeûné 2 fois avec moi.
et où le dernier stage qu'elle a fait, je précise, elle est infirmière, donc elle a un rapport, elle a son compte en libéral. Et elle a échangé avec son oncologue, elle lui a dit, ben voilà, je fais ça, 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 je jeûne, je mange de telle manière. Et son oncologue était très surprise, très inquiète, très méfiante et pas du tout d'accord au départ. Et elle lui a dit, je ne vous conseille pas du tout. Et puis après, au fur et à mesure des chimios, elle a vu que elle s'en sortait mieux que les autres, elle avait un meilleur dynamisme, ses cheveux repoussaient plus vite. La chose qui a eu été étonnante, c'est qu'elles ont repoussé moins blanc qu'avant, et puis qu'elle voyait C'est mon qu'elle cas. réagissait au traitement. Comment? C'est mon cas. Voilà. Mes cheveux qui étaient tout blancs regrisonnent. C'est quand même particulier. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Donc là, ça l'a interpellé. Et aujourd'hui, cet oncologue, eh bien, lui demande des infos. Et quand il se voit en consultation, c'est à moitié pour cette amie infirmière et la moitié pour que cette amie lui transmette des infos à l'oncologue. Elle est en train de se former à d'autres choses, à d'autres pratiques. Donc, ça montre que sur la base de l'expérience, bien sûr, il y a des gens dogmatiques, mais il y a des gens dogmatiques dans la médecine de la même façon que dans les accompagnateurs de jeûne, il y a des gens dogmatiques. On va dire que c'est un phénomène humain qui est un peu plus exacerbé lorsqu'on a, je dirais, du pouvoir. Donc, c'est le cas dans la politique, c'est le cas dans les mandarins, dans la médecine, etc. Mais il y a des gens de bonnes intentions, il y a des gens qui ne demandent que ça et qui n'ont pas eu l'occasion dans leurs années de médecine où ils sont bombardés d'informations et qui attendent ça. Et dans mon documentaire, c'est ce que j'avais fait en interviewant 4 Ouais. médecins et un doyen de faculté de médecine, de dire, regardons objectivement la situation. Il y a des gens de bonne volonté. Je pense que ton livre, en associant ton expérience personnelle, plus des gens dont c'est le métier, la médecine, qui sont de bonne volonté et font des recherches pour cela, ça peut parler à beaucoup de public et faire avancer les choses très, très rapidement. C'est ce que j'essaie de faire, et tu le sais, depuis 1 an et demi, à savoir donner, partager avec la médecine traditionnelle, allopathique, mon expérience. Je pense que la manière de soigner le cancer n'est pas complète aujourd'hui. On se borne à euh, cancer, maladie génétique, et on ne voit pas à côté que c'est une maladie métabolique, que l'épigénétique modifie nos gènes, ce qui a trompé depuis 50 ans la médecine traditionnelle. Et donc, il devrait simplement rajouter un chapitre. Quand on invente des nouveaux panneaux pour le code de la route, on dit ce que c'est et on met le panneau. En médecine, ça n'existe pas. On est resté à 50 ans en arrière et puis depuis, il n'y a rien qui s'est passé. Puis on le voit dramatiquement dans les statistiques, c'est-à-dire que sur les 30-40 dernières années, on a à peu près, au niveau de la rémission, on est passé de 49 à 51% sur 2 ans sur les guérisons contre le cancer. Et en dépit des milliards qui ont été investis, on n'a pas changé de paradigme. Mais, Euh, mais ça, excuse-moi, je te coupe parce que ça, vraiment, l'INCA a fait une publication où leur goal, c'est de réduire, mais un chiffre ridicule de 20%, je crois, les cancers dans 20 ans. C'est un constat d'échec. Ça veut dire que pendant 20 ans, il y aura toujours des millions et peut-être actuellement on est à 10 millions de morts par an et on va continuer dans le monde et on va continuer comme ça. Alors on va être content parce qu'il n'y en aura plus que 9 millions 3. Mais c'est aberrant, c'est aberrant. Mais on peut arriver à soigner le cancer. Il faut que tout le monde s'asseye à la même table. Il faut qu'on partage les informations. Et à ce moment-là, eh ben, le cancer, on y mettra fin. on est d'accord. Je On est pense pas que d'accord. ce soit un rêve. Non. J'en suis une preuve. Disons que c'est là où justement je disais le témoignage, parce que comme tu le disais, il y a des pays, et c'est pas des petits pays, quand on parle de la Russie, des États-Unis et de l'Allemagne, ce sont des hyperpuissances, les trois font partie des 5 premières puissances économiques. Ça c'est une chose, c'est un bassin de population de centaines de millions d'individus. Ce sont les deux plus gros pays au monde en termes de superficie. Donc, si on n'arrive pas encore à faire descendre l'information, c'est qu'il y a beaucoup de résistance, et beaucoup de résistance intellectuelle, beaucoup de résistance dogmatique, beaucoup d'héritage. Il y a le poids des lobbies qu'on ne peut pas dénier non plus.
Et donc, à un moment donné, il faut des choses inspirantes qui ne soient plus que intellectuelles, parce que des preuves, on en a dans ces pays-là. Et donc, il faut quelque chose de plus et une alliance entre l'expérience pratique et la théorie, je dirais, du savoir et du laboratoire aussi. Et ce que tu fais de tes recherches et ce que tu essayes de transmettre, ce sont les deux. À la fois l'inspiration et la connaissance. Parce il y a la connaissance, mais à un moment donné, il faut le déclic pour envisager autre chose. Et la meilleure façon, déjà, c'est de le faire de manière dynamique et positive et de ne pas être aussi, comment on va dire, suspecté de vouloir faire un business, c'est ce qu'est ton cas, parce qu'évidemment, voilà, Voilà, je refuse totalement de participer à quelque business que ce soit. Quand je vois un grand professeur comme Walter Longo, qui s'est fait pratiquement, comment on dit, écharper sur une chaîne française parce qu'il a mis au point une gamme de nutriments pour faire ce qu'il appelle le fast mimicking, c'est-à-dire imiter le jeune, mais personnellement, je trouve ça honteux. Il invente quelque chose, ça n'existe pas. Il le met en pratique, il le vend, il n'y a rien de mal à ça. Quand un oncologue, parce que c'est un mandarin, comme tu disais tout à l'heure, il surcharge sa demande, il s'en fout si le malade il meurt ou pas. C'est dû, c'est dû. Non, je trouve ça normal. Moi, je trouve que quand on travaille pour aider les gens, pour découvrir quelque chose, c'est normal qu'on soit rémunéré. Je trouve que les procès qu'on fait, entre guillemets, à des non, Irène Grosjean, je voulais dire, ou Thierry Casasnovas, ou tous les gens qui se font payer pour accompagner des jeunes, je trouve rien d'anormal à ça. De la même manière que n'importe quel médecin va se faire payer, et si quelqu'un ouvre pour aider des nutriments, un traitement métabolique et qu'ils le vendent, je ne vois pas de mal à ça. En ce qui me concerne, voyant comment ces gens sont traités, je me suis dit, pour moi-même, même si je découvre quelque chose, qui a été mon cas jusqu'à présent, je le donne. Je le donne, je voulais le donner à l'INCa, au ministère de la Santé. Il le refuse, donc je le donne actuellement à des grands médecins américains, à des professeurs, pour qu'ils le développent. Et j'en suis désolé. J'aurais préféré arriver à faire réduire le trou de la sécurité sociale. Mais bon, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Déjà, peut-être, l'opportunité positive, c'est de te dire, peut-être que tu toucheras plus de personnes en continuant ta transmission. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut dire qu'il y a peut-être une disparité culturelle, pas simplement d'un point de vue de la médecine, c'est que les États-Unis, et là on peut rebondir sur l'exemple de Walter Longo, sont plus pragmatiques dans le sens où, avec un libéralisme totalement accepté, comprennent qu'il pourra par rapport à la France, eh bien, on se dise, si on sait, on peut faire du business. Donc, c'est quelque chose de pragmatique. Prouve-nous que ça marche, et puis après, ouvre tes cliniques, ouvre tes instituts, fais ton business, c'est OK. En France, on est plutôt dans la pensée, dans le je pense que, je crois que, mais c'est différent, parce que même venant d'une institution scientifique, on va entendre ça. Je ne pense pas que le jeûne soit favorable au cancer. Oui, mais le sais-tu? Et aux États-Unis, on attend des preuves, on dit OK, tout le monde est ouvert théoriquement. C'est pour ça que toutes les croyances sont acceptées. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu nous prouves que ce n'est pas nuisible et tu veux faire du business, tu trouves ta niche et tu fais ton business. Et donc, on va rencontrer des oppositions différentes ou des ouvertures différentes selon les cultures et les pays auxquels on va confronter une même information. Ce n'est pas de dire que les États-Unis, c'est mieux que la France, en tout cas, c'est un autre mode de fonctionnement. Et toi, tu dois le voir au quotidien parce que tu habites là-bas depuis longtemps. Et moi, pour avoir vécu en Amérique du Nord, ça m'avait choqué il y a des années. Moi, ce qui me choque le plus, c'est le refus de nos administrations
de faire les essais thérapeutiques à partir du moment où ça ne va rien rapporter. Tu vois, par exemple, quand tu entends dire encore aujourd'hui qu'il n'y a pas de preuve que le cancer se nourrit de sucre, je rigole. Pourquoi? Parce que quand on te fait un scanner, une scintigraphie, qu'est-ce qu'on t'injecte? On t'injecte bien du sucre radioactif et le cancer se jette dessus et c'est comme ça qu'on le découvre. Et après, dans la même phrase, dans le même moment, les mêmes hôpitaux, les mêmes médecins te disent il n'y a pas de preuves. Il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Mais comment est-ce qu'ils font alors pour trouver le cancer? Ils le savent. Ils le savent que le sucre, c'est le cancer. Mais non, on n'en parle pas. Pourquoi? Je n'en sais rien. On reste dans un système où personne ne veut prendre ses responsabilités et puis où on est dans l'hyper-protocolisation. Ce qui fait que ce qui peut être entendu aux États-Unis maintenant demandera peut-être 20 ans en France pour qu'on casse des strates et des strates et des strates et des strates. Mais ça renvoie, je sais, par exemple, il y a le doyen de la faculté de médecine de Nice qui témoigne dans mon documentaire qui veut faire une étude. Donc, il veut faire une étude depuis 4 ans. Donc, c'est le professeur Patrick Blaquet, donc il est doyen de la faculté de médecine, professeur d'anatomie générale et chirurgien viscéral. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et il veut faire une étude sur le jeûne. Il a jeûné lui-même 2 fois une semaine. Il a été très surpris des effets et il dit bah, je veux comprendre. Et il veut faire jeûner des médecins, ce qui est révolutionnaire. Il veut faire jeûner 40 internes de médecine pendant 2 semaines, observés d'un point de vue physiologique. Ça fait 4 ans, 2 ans avant que je tourne le documentaire, plus 2 années maintenant, qu'il cherche des soutiens financiers qu'il ne trouve pas et qu'il se heurte aux règles de protocole pour faire une étude. Et il dépense beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Il essaye de rallier beaucoup de monde à sa cause en disant bah, le jeûne est de plus en plus présent, il faut que la médecine sache. Eh bien, il n'arrive pas à mettre en place son étude malgré l'influence, parce que quand on est doyen de faculté de médecine, on est aussi politique, hein. Et puis c'est pas n'importe qui, puis je veux dire, voilà, il est reconnu par ses pairs comme étant très bon, c'est le plus jeune doyen de France, eh bien il n'arrive pas à la mettre en place parce que c'est extrêmement compliqué. Donc ça va prendre du temps, mais on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Bien sûr que la médecine avance, mais tout petit, tout petit, tout petit. Et si des initiatives comme la tienne, ou ce que j'essaie de transmettre, pas seulement à travers la connaissance, mais aussi l'expérience, peuvent faire avancer les choses, eh bien il faut occuper ce terrain-là. Et puis, les médecins qui critiquent en disant il n'y a pas d'études, eh ben, de leur dire dépêchez-vous de les faire alors. Ce qui me fait enrager, c'est pendant tout ce temps perdu, des gens meurent tous les jours. C'est Si ça. tu n'avais pas eu accès aux informations, tu serais mort. Je serais mort aussi. Depuis longtemps, et tes proches te pleureraient. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de proches qui pleurent les leurs. Alors, sans doute, tu parlais de Alors, tu chiffres. vois, pour revenir à ça, je vais te raconter en 2 mots parce que ça intéressera certainement. On, Tu te retrouves à l'hôpital parce que tu te sens pas bien et tout. Bon, je suis allé 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois voir mon médecin et il me dit mais non, c'est rien, un peu de fatigue, prenez de la vitamine C, prenez ci. Bon, j'insiste, mais j'ai dû insister, j'ai dû me battre pour qu'on me fasse un PSA. Avant, je ne savais pas ce que c'était le PSA, donc je n'avais pas insisté les années précédentes. Et on me fait le PSA 57. Donc, mon médecin me téléphone, allez tout de suite à l'hôpital, vous faire une biopsie. Je vais à l'hôpital, je trouve personne, on me donne un rendez-vous pendant 15 jours, 3 mois, etc., suivant les hôpitaux. J'ai la malchance plutôt, que mon fils, sa belle-mère est décédée du cancer et son cancérologue insiste auprès de l'hôpital pour qu'on me prenne de suite. Donc, on m'a pris de suite. Une semaine après, le temps de faire la biopsie, de faire les résultats, c'était monté de 57 à 87, bien sûr, puisque la biopsie fait exploser, ça part de partout. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme tout le monde. J'étais le pauvre petit perdu qui attend de son
cancérologue qui est devenu Dieu le Père, un traitement, quelque chose, il faut qu'il me sauve. Et, et donc j'ai écouté. Alors on m'a fait des piqûres de firmagon pour me réduire la testostérone. On m'a filé des piqûres de Exgiva pour raffermir mes os. Qu'est-ce qu'on m'a fait encore pour l'instant? Et on me donne un médicament qui n'était pas remboursé aux États-Unis, 10 500 dollars, le Zytiga. Donc, comme j'ai mes activités toujours en France, je suis à la sécurité sociale. Qu'est-ce que je fais? Je demande à mon collaborateur en France, ça coûte quoi? Alors, il me dit, ben, si tu te fais longue maladie, tu vas l'avoir gratuitement. Bon, donc je le demande, ça on était en octobre, novembre. Je me rends en France le 17 janvier où on me donne mes premières boîtes de Zytiga qui avaient été commandées. Je vais voir mon oncologue qui m'en recommande pour 6 mois, qui me donne voilà. Et je commence en janvier, 19 janvier. Je me suis dit, après que mon oncologue français m'ait dit, oui, je confirme, vous êtes foutus, vous allez mourir, mais vous inquiétez pas trop parce que on a des traitements aujourd'hui antidouleurs qui font que vous ne verrez même pas partir. Ah ben merci. Hein, c'était rassurant. Oui. Donc, j'étudiais déjà le 19 janvier 2019, date fatidique pour moi. J'avais découvert à travers plein de vidéos ce qu'était le jeûne. Et je me suis dit, bon, ben, je vais commencer. J'ai changé comment dire, dans ma tête, j'ai changé. J'ai dit, non, je ne vais pas mourir du cancer. Je vais me battre. Et j'ai commencé mon jeûne. Et j'ai vu au fur et à mesure que ça semblait marcher. Comme à l'époque, j'avais vu aussi les vidéos de Thierry Casasnovas. J'avais fait d'ailleurs, février, je ne me rappelle plus, une vidéo marrante en prenant les choses, tu sais, à l'envers, en disant, mais c'est dégueulasse ce que tu fais. Comment ils vont faire les petits-enfants s'ils n'ont plus de gâteau au chocolat à manger, tu vois, puisque j'écoutais s'ils disaient il fallait pas manger de sucre, qu'il fallait pas, bon, et ça se recoupait avec tous mes professeurs américains. C'était pas un uluberlu ou un gourou. Ils disaient des choses que j'entendais, que j'écoutais. Et de ce fait, eh ben, j'ai continué, j'ai arrêté immédiatement le Zytiga. Quand j'ai vu, j'ai dû le prendre 1 mois et demi, 2 mois, grand maximum. Quand j'ai vu que mon oncologue lui-même me dit, je lui demande, dis-moi, il y a 30%, paraît-il, jusqu'à 30% de personnes qui meurent d'un arrêt cardiaque avec ça. Et comme je plaisantais toujours avec lui, il me répond, oui, et je préférerais que tu meurs d'un arrêt cardiaque parce que comme ça, tu rentreras pas dans mes échecs, dans mes statistiques d'échecs. Et donc, tu penses bien que j'ai arrêté tout de suite. Et donc, j'ai dû continuer, hélas, en France, à les acheter parce que moi, c'était pas moi qui les achetais, c'est mon collaborateur. Parce que pour avoir droit à la longue maladie, tu es obligé de suivre le protocole que te donne ton médecin. Donc, comme c'était Zytiga, j'ai acheté le Zytiga et les boîtes de Zytiga, j'en ai en Espagne, j'en ai en France, j'en ai ici, que j'ai jamais pris. Et puis, je suis arrivé à obtenir de mon médecin en racontant que ça me donnait des effets secondaires, ce qui était vrai, c'est-à-dire le peu de temps que j'ai pris, j'avais déjà des effets secondaires. Mais donc, le rendez-vous, j'en avais pas tous les jours. Donc, le rendez-vous d'après, je crois que c'était au mois de septembre, je lui ai demandé, j'ai des effets secondaires avec le Zytiga. Il m'a dit, bon, ben, dans ce cas-là, on verra dans quelques mois. Je ne vous en prescris plus. Donc, en fait, je te raconte tout ça pour te dire, je ne pense pas
que ce soit la testostérone et ma suppression de ma testostérone qui a pu m'aider à guérir, puisqu'aujourd'hui c'est totalement contesté. C'est encore moins le Zytiga, puisque je l'ai quasiment jamais pris. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste le jeûne et les résultats, ils ont été immédiats. En plus du jeûne, l'état d'esprit, non, je ne céderai pas, non, je veux me battre, oui, je vais gagner. Et troisièmement, les nutriments pour ne pas laisser, comme disent les grands professeurs à travers le monde et les grands naturopathes dont tu as cité le patron Mosseri, c'est ça? Oui. Non, oui, hein? Oui. Pardon? Oui, Albert Mosseri, oui, entre autres. Albert, voilà, et son élève André Passbeck qui disait que les cancéreux meurent dénutris. Et quand j'ai compris tout ça, bien sûr, j'avais mon mode d'emploi. Comment m'en sortir. Voilà. Et c'est tout simple. Et c'est ça que je veux donner au monde. C'est ce que je veux donner pour faire que des gens survivent. Survivre, c'est vraiment pas compliqué. Alors, si maintenant on les aide au départ parce qu'ils ont un cancer là sur la peau, un mélanome, qu'on leur enlève avec de la radiothérapie, un cancer du sein où il y a une tumeur encapsulée qu'on leur enlève et hop, c'est terminé. Magnifique, magnifique. Mais s'ils veulent éviter que ça revienne, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut changer son style de vie. Et ça, à partir du moment où les cancérologues ne le disent pas parce qu'ils ne le savent pas, eh ben, ils reverront quelques années plus tard leurs patients. Et c'est pour ça qu'on dit rémission au lieu de guérison. La guérison, elle intervient si on agit sur la cause fondamentale de la maladie, c'est-à-dire le terrain. Si on se contente d'avoir des améliorations symptomatiques, on ne peut pas parler de guérison. On pourra parler de rémission qui peut durer 2 mois, 3 mois, 2 ans, Ou 4 5 ans. ans. Peu importe. Voilà, mais ça revient. D'un point de vue, je dirais, philosophique que physiologique, on ne peut pas parler de guérison si on n'est pas sur la nature même de ce qui a provoqué le dérèglement. Et donc, c'est pour ça que ces deux visions qui s'affrontent, où la médecine, malheureusement, a été médecine moderne. Hein. Parce que si on parle de la médecine hippocratique, c'est évidemment que c'est le contraire. On va dire la médecine académique officielle moderne, pour être le plus complet, elle se base essentiellement sur les symptômes, sur la symptomatologie et donc le traitement de la maladie. Or, ce qu'on devrait faire de mon point de vue… Excuse-moi, les traitements des symptômes de la maladie. Oui, c'est ça, les symptômes de la maladie. Et donc, déjà, ça se placer du côté de la prévention. Or, il n'y en a pas qui est faite. On va dire manger 5 fruits et légumes par jour, faites du sport. Et quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Quel sport, à quelle intensité, répétez comment, quels fruits, bio, pas bio, cuit, pas cuit. Enfin, ça veut pas, on sait pas trop. Et donc, la plupart des individus sont laissés un petit peu libres dans la nature en disant le cancer, c'est la fatalité, c'est le hasard, ça peut tomber dessus, il y a un héritage génétique, et puis il n'y a qu'un sillon. Et tu as bien fait de préciser, de dire que si on refuse le traitement, si on est reconnu en maladie longue, chronique et lourde, eh bien on a une suspension de ses droits sociaux, notamment au niveau des prestations de la sécurité sociale ou de la part, je dirais, des indemnités journalières qu'on pourrait percevoir si on est à un tel ou tel régime de cotisation. Donc, eh bien, il n'y a qu'une voie qui serait suivie. Et évidemment, il y en a d'autres, il n'y a jamais une vérité. De la même façon que il y a des personnes qui auront été sauvées par la chimio, c'est un fait. Et puis, il y en a d'autres personnes qui vont mourir par la chimio, mais qui auront peut-être eu un bénéfice à modifier leur hygiène de vie. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment une alliance des deux approches, celle du terrain et celle de la connaissance des symptômes de la maladie pour être efficace, et que ça va demander eh bien, un alliage compliqué, déjà parce qu'il y a de l'ego des deux côtés, il y a deux paradigmes
qui se confrontent violemment, puis c'est de se dire, plutôt que ça soit comme ça, qu'on essaye de faire comme ça. Et donc, c'est pour ça que ton livre, la nouvelle version sur laquelle on va travailler, eh bien, il est important qu'elle parle aux deux publics et puis que tes lecteurs se rassemblent en fait. Que ce soit autant des passionnés de la médecine académique que des personnes qui sont désireuses d'expérimenter autre chose parce qu'on leur a dit il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien à faire. Et donc, eh bien, s'il n'y a plus rien à faire, si on dit il n'y a plus rien à faire du côté de la médecine officielle, eh bien, la personne peut se tourner en son âme et conscience puisqu'elle est condamnée vers d'autres choses. Et idéalement, parce que moi je dis que cette étape-là, c'est un échec de la société, dans lequel je m'inclus globalement en tant qu'éducateur de santé, c'est que nous n'avons pas réussi en tant que société à faire de la pédagogie pour faire prendre conscience que le terrain est sacré et que la prévention fait tout et qu'en effet l'épigénétique façonne ou déconstruit la santé d'un individu. Et donc si on arrive à faire prendre conscience aux gens, et moi c'est ce que j'essaye, c'est ce que j'espère que sera ton livre, pas seulement quelque chose qui soit du côté thérapeutique, mais surtout du côté préventif. Mais si ça a marché alors qu'il était gravement malade, si moi je ne le suis pas, qu'est-ce que ça peut développer? Ça se trouve, je vais être en super méga forme. Et c'est ça, moi, l'espoir aussi que je fonde dans tes écrits. Écoute, t'as tout résumé. Tu as tout résumé, voilà. Et j'ai grand espoir avec, tu as vu là certainement l'INCA qui a fait une consultation démocratique dans laquelle je suis intervenu avec 17 postes. Eux, ils avaient mis en avant, épinglé, comme ils disent, 220 propositions. J'en ai mis 17. Beaucoup de gens ont voté pour mes propositions et j'espère simplement en novembre, il va y avoir une liste de ce qui a été retenu et ce qui n'a pas été retenu. Et j'espère simplement que ce que j'ai dit, eh ben, ce sera retenu parce que c'était avec beaucoup plus de votes que les propositions de l'INCA, mais sachant qu'ils sont la démocratie sanitaire, à partir du moment où tu mets 220 en haut, où tu dis en même temps que les plus votés et toi tu te retrouves derrière les 220, alors que tu as plus. Donc j'ai appris des choses extrêmement bizarres. Par exemple, 196, c'est plus petit que 5. Ah écoute, Hein, voilà. fallait le savoir ça. Voilà. C'est des découvertes qui sont toujours intéressantes. Mais c'est ce qu'on disait un peu en off. De toute manière, quoi qu'il en soit, on devra toujours faire plus et se montrer irréprochable. Parce qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre des forces. Et malheureusement, il y a des mises en opposition alors que ça devrait créer des alliances et des inspirations. Pour l'instant, c'est comme ça. Ce que je dis souvent à des médecins, je dis par pragmatisme, à un moment donné, vous serez obligé de vous y intéresser. Je vous dis quand ça touchera un de vos proches. Quand la fatalité touchera un de vos proches, tout l'ego, tout le dogmatisme, tout s'envole. Exactement. Et c'est ce que je dis aussi à des naturopathes. Je dis, tu es anti-médecine, je ne te souhaite pas que ton enfant soit gravement malade. Voilà. Un accident. Ou simplement qu'il se casse la jambe. C'est simplement, c'est de dire, moi, je n'ai pas de problème avec le fait, je dis souvent en stage, en formation ou à mes patients, soyez opportunistes. Pas de mal. Alors, l'opportuniste, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as sauvé ta peau. Et moi, c'est ce que je dis souvent. Je dis, quand on sauve sa peau, on laisse ces idées de côté. Et si on continue de fonctionner avec les mêmes idées qui nous ont amenés à un état sanitaire dégradé, c'est sûr que tu allais aller à la tombe très vite. Mais par contre, à un moment donné, c'est de faire une bascule à 180 degrés puis de dire allons-y. Eh bien, peut-être que certaines personnes dans la médecine vont se dire on va droit dans le mur et il faut switcher autrement. Ou alors, là, ça touche un de mes proches ou ça me touche moi-même. Là, statistiquement, je vais y passer. De manière opportuniste, je vais aller vers ce qui me paraissait bizarre et peut-être que je vais trouver une voie de salut. Donc, il y a plusieurs approches possibles. De toute façon, faut se priver de rien. Il faut être présent sur tous les fronts. Donc, moi, je te trouve très courageux. Je pense que le fait entre guillemets, d'avoir une seconde chance, enfin une seconde partie de vie
plus radieuse que tes dernières années parce que tu es plus en forme, te donne cet élan-là. Puis il y a aussi, on se sent investi d'une mission, j'imagine. Absolument. Euh, eh ben, avec cette multiplicité de choses-là, c'est ça qui va faire changer les choses. Et moi, je crois en la force du témoignage et de l'expérience. À un moment, on va dire, s'il n'y a pas eu de protocole, il n'y a pas eu d'études, à un moment donné, on s'en fout parce que si on a 2000 expériences qui montrent la même chose, eh bien, peut-être que ça va déclencher une envie d'étude ou, de manière opportuniste, d'aller dans le bon sens, de côté du bon sens et puis d'essayer d'expérimenter, toujours comme tu le dis, avec la vigilance, l'encadrement et la volonté d'être en sécurité, surtout dans une situation où on est mis à mal émotionnellement. Donc, Alors, tu vois, mes abonnés m'ont surnommé le samouraï. Alors, pourquoi samouraï? Ça m'a plu. Ça m'a plu parce qu'on m'a proposé plein d'autres surnoms. Mais samouraï, parce que dedans, il y a le mot amour. Et pour moi, l'amour de mon prochain que je veux sauver, c'est important. Et mon langage auprès de l'administration française, c'est de leur dire, nous avons des droits, nous malades qu'on laisse mourir. Et vous avez le devoir, vous avez été élus, vous êtes là pour aider les Français. Et vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que vous écoutez un dogme qui dit « Ah, t'as un cancer phase 4, donc t'es foutu, allez, on parle plus de toi, c'est fini. » Et donc, ça, effectivement, c'est inaudible, inaudible. Voilà. Faut le changer, puis tu as raison, mets tes propositions, puis au pire, même si tu vois que 196 c'est plus petit que 5, eh bien tu sais où mettre ton énergie et tu sais où tu es entendu, où les portes sont ouvertes et où elles sont fermées. Mais On a la chance. comme je suis un samouraï, si effectivement je vois qu'il y a, j'irais dire, on peut appeler ça comme ça, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme motif? Tu vois, je me fais un film dans la tête. J'espère qu'ils vont simplement respecter les règles de la démocratie sanitaire qu'ils ont eux-mêmes édictées. Mais si maintenant ils ne le respectent pas, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire le samouraï? Eh ben, il va aller à la CNIL. Il va aller à la CNIL et il va réclamer. Je vais exiger. J'ai peur. Tu sais, je devrais être mort. Je devrais être mort. Alors, est-ce que ça va me faire peur de m'attaquer à ce que tu as dit, un plus fort, un plus gros, un plus… Ça, déjà, ce qui a changé depuis les 20 ans que je suis aux États-Unis, c'est que c'est pas pot de fer contre pot de terre. C'est un contre un. Même si un, c'est l'État américain et l'autre, c'est le pauvre peigne-cul comme moi qui réagit. Eh bien, en France, c'est comme ça. Mais ça ne m'empêchera pas de me battre, d'essayer de sauver. Qu'est-ce que je peux avoir comme motivation plus forte que d'essayer de sauver les 200 000 mourants français du cancer et les 650 000 Américains? J'oublie pas tous les autres, bien sûr, des autres pays, mais dans les autres pays, je peux pas le faire. Donc, c'est pour ça que j'en parle pas. Voilà. Je ne me vois pas ajouter quoi que ce soit à ce que tu viens de dire. C'est très touchant et très Merci. inspirant. Donc, Voilà, ma je te laisse sur là. motivation est entière et je ne céderai jamais. Jamais je continuerai, comme je le dis, jusqu'à ma mort pour aider les malades du cancer. Eh ben, je suis très heureux de t'accompagner sur ce chemin-là. Et merci pour ta confiance surtout, pour Eh ce bien, qu'on écoute, va faire je suis sûr qu'elle est très bien placée. On se dit à très vite alors. À très vite. Voilà. Eh ben, écoutez les amis, voilà, je pense qu'à mon habitude, je me suis laissé entraîner et je parle et je parle et je raconte, mais je peux pas m'empêcher. Je suis désolé les amis. Merci Fabien. Je t'envoie cette vidéo si tu veux la publier ou tu recopies simplement la mienne. On verra, ouais. Bon, je te l'envoie de toute façon. Hein? Ok.
Merci les amis, je vous souhaite une très bonne fin de dimanche pour vous et moi. Il n'est que 1 heure de l'après-midi, 1h20. Donc, je vais encore profiter de mon dimanche. Au revoir à tous. Merci. Profitez bien. Salut.